Bonjour Monsieur Oumar Keïta. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du candidat du RPM, M. Ibrahim Boubacar Keïta, et vous êtes qualifié pour le second tour des élections présidentielles qui auront lieu dimanche 11 août 2013. D'abord une première question. Pourquoi parmi tant de candidats, vous avez choisi de porter la parole de Ibrahim Boubacar Keïta? Parce que je sais que c'est l'homme de la situation. C'est parce que je sais que le Mali vient de passer, vient de loin, de très loin, par ce problème des djihadistes. Et Ibrahim Boubacar Keïta, dans le temps, a fait beaucoup pour le Mali. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. C'est un homme à poigne. Et le Mali a besoin d'un homme comme lui pour redresser le pays. Est-ce que tous les soutiens, enfin des soutiens qui sont les uns aux antipodes des autres ne posent pas un problème pour vous qui êtes universitaire et qui porte la parole d'Ibrahim Boubacar Keïta? Non, le problème c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris ces soutiens-là. Ces soutiens, les gens sont venus le soutenir tout simplement. C'est des soutiens sans condition. Il faut que je le dise. C'est sans condition. Mais en politique, comment vous voulez expliquer un soutien sans condition? Dès lors que, enfin, je veux parler plus concrètement avec vous, dès lors qu'il y a des candidats qui n'ont pas eu le nombre de voix nécessaires pour se faire rembourser leurs frais de campagne, viennent soutenir un candidat qui pourrait quand même gagner. Ils sont deux, donc soit notre prochain président s'appellera Soumaïla Cissé ou Ibrahim Boubacar Keïta. Quand vous dites que c'est désintéressé, comment vous pouvez faire croire ça à des cartésiens? Mais moi je le dis honnêtement, parce que je le connais très bien. C'est pas un homme qui négocie comme ça avec les arrangements, les petits arrangements. Non, c'est pas un homme comme ça. C'est un homme qui est droit, qui a une morale que tout le monde connaît de lui. Et c'est pas des petits arrangements ou des petites négociations de petits postes. Non, il est pas. Non, c'est pas un homme comme ça. Et quelle est votre appréciation de cette utilisation ostentatoire de l'argent? On n'a jamais vu autant d'argent circuler en si peu de temps dans un pays quand même qui fait partie du peloton de queue des nations du monde. Comment ça se fait qu'il y a autant d'argent? D'où vient cet argent pour financer la campagne du RPM? Mais dites-moi, parce que quand vous dites ça, est-ce que vous avez les preuves? Nous, moi qui suis le porte-parole ici en France, on se bat tous les jours avec nos militants, avec nos petits moyens. Et comme vous devez le savoir, le premier tour, même nos militants qui étaient quand même désorientés parce qu'ils ne retrouvaient pas leur bureau. Et nous, l'autre camp, ils avaient des voitures, des cars, mais nous, nos militants étaient à pied. Alors ils se sont dit, mais même si c'est au bout du monde, ils vont y aller, pourvu qu'ils votent pour IBK, parce que c'est leur candidat. En réalité, je suis un homme du terrain, enfin je me lance pas des fleurs, je suis un homme du terrain. Quand je vous dis que j'ai jamais vu autant d'argent circuler pour une campagne, je vous parle en connaissance et en conséquence de cause. Je ne vais pas vous donner mes sources, je ne vais pas vous citer des noms. Ceci dit, c'est une utilisation quand même qui blesse le regard des gens qui comprennent pas. Forcément, vous allez me dire que vous n'êtes pas au courant, donc on ne va pas polémiquer autour de la question. Mais dites-moi les sources. Vous savez très bien que les sources ne se citent pas. Mais écoutez, on est en France ici, hein, c'est pas. Moi en tout cas, est-ce que vous avez vu que nous on n'a pas de QG déjà. On a un QG mais qui sera ouvert tout simplement le dimanche, mais on a des salles de réunion que les associations nous prêtent, avec les petits moyens. Et je ne vois pas comment vous pouvez dire que nous, l'argent circule partout, parce que je ne vois pas où sont vos sources. La question du QG, c'est tout simplement peut-être une question stratégique. Je ne suis pas dans le secret des dieux au niveau du RPM, et je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas installé le QG. C'est certainement dans votre plan de communication. Vous avez signé avec des boîtes de communication. Si ça se trouve, vous avez décidé que les QG, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ce n'est pas la réponse à la question que je vous pose. Je ne suis pas le seul, enfin, c'est quelque chose que les gens ont constaté. Mais bref, on ne va pas polémiquer autour de la question. On laisse les Maliens observer et décider. Votre programme, moi, je l'ai survolé.
Oui. Il y a beaucoup de chiffres, c'est assez... il y a beaucoup de chiffres un peu partout. Mais ça ressemble plus à une feuille de match Yoliba, stade malien de Bamako. Il n'y a pas de... Comment dire ça? On ne peut pas appeler ça un programme chiffré. C'est-à-dire que vous avez une liste de mesures. Comment fait-on pour juger du sérieux de ce programme? Écoutez, vous avez des mesures phares que nous... IBK... il a mis en avant des axes prioritaires, c'est-à-dire paix et réconciliation, c'est-à-dire l'organisation des Assises nationales du Nord, réconcilier tous les frères, tous les Maliens par les Assises du Nord. Ensuite, il va travailler sur le retour effectif des services de base au Nord, parce qu'il n'y a pas d'administration. Et ça, c'est très important. Ensuite, le programme des retours pour réinstaller les réfugiés, ça c'est aussi très important. Et ce qui m'intéresse beaucoup, il va créer ce qu'on appelle un institut de crise, de prévention des crises et des conflits. Ça peut vraiment... Je pense qu'avec des universitaires, avec la société civile, les associations, parce que le Mali est très connu quand même par rapport à les alliances, à parenté. Je pense que toutes ces thématiques ou ces problématiques vont rentrer dans cet institut pour que les Maliens se réconcilient. Ça, c'est vraiment l'axe prioritaire pour le moment. Voilà. Pour revenir à ma question... vous savez que toutes les mesures, vous avez utilisé le terme de mesure, toutes les mesures ont un coût. Le budget du Mali n'est pas illimité. Le produit intérieur brut est connu et on sait les marges de progression de ce produit intérieur brut. Comment vous allez financer toutes ces mesures-là? Est-ce que vous-même, faisant partie de ceux qui ont constitué ce programme, à combien vous l'estimez et quels sont les postes budgétaires que vous allez bouger pour pouvoir exécuter votre programme? C'est ce que les Maliens ont envie de savoir. Écoutez, revenons sur le programme. D'accord? Nous avons dit qu'on en va créer à peu près 200 000 emplois. L'autre camp, c'est 500 000. On est d'accord? D'abord, la différence, c'est quoi? Dans notre programme, dans chaque région, on va créer ce qu'on appelle une école de métier. Vous vous rendez compte que le Mali est le 3e producteur d'or. IBK va créer ce qu'on appelle une école des mines à Caille, dans la région de Caille. Vous savez que dans le temps, l'Office du Niger qui se trouve à Ségou a été quand même le grenier de l'Afrique, en quelque sorte. Et il va créer ce qu'on appelle une école de métier, c'est-à-dire concilier ce qu'on appelle l'agro-industriel entre Sikasso et Ségou. Ensuite, une école de tourisme, parce que le tourisme dans la région du Nord, comme Kidal, comme Gao, le tourisme et l'artisanat peuvent bien marcher. Ensuite, il va créer ce qu'on appelle à Mopti la pêche, c'est-à-dire une école de pêche. Moi, j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que comment on peut différencier une personne qui s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta, qui voudrait être président du Mali, qui promet, et une personne qui ne deviendra pas président, qui promet. C'est-à-dire que les promesses ont un coût. Est-ce qu'on va rentrer dans la phase où on va dire aux gens, l'école agro, enfin, je sais pas le terme que vous avez utilisé, en tout cas, l'école agro-industrielle que vous allez lancer à Caille ou dans la vallée du Niger, combien ça va coûter à l'État? À Mopti, la structure que vous allez monter autour de la pêche, combien ça va coûter à l'État? Et ensuite, nous qui savons à peu près le niveau du budget du Mali, nous allons juger si ce programme est fiable ou pas. Le problème aujourd'hui, on ne peut pas savoir si le programme de Soumaïla Cissé, votre rival, est plus solide que le vôtre, parce que tout simplement, il n'y a pas de chiffres. C'est pas chiffré. Oui, c'est pas chiffré, mais justement, c'est... Parce qu'on est dans l'ère quand même de l'efficience.
Qu'est-ce qui a changé par rapport au programme des élections de 2000, la dernière élection, je crois que c'était En 2007. en 2007. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans vos programmes d'aujourd'hui par rapport à 2007? Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Non, mais le contexte même est que le contexte a changé, certes, mais oui, mais bon, c'est pas chiffré. Est-ce que vous-même vous pouvez soutenir ce projet-là? Écoutez, parce que là, moi je vous dis, dans le programme, les 200 000 emplois, c'est possible, tout simplement. Avec les écoles de métiers qu'on va créer dans chaque région, c'est possible. Parce qu'il y a au moins plus de 50 000 qui vont sortir après, chaque année. Il faudrait voir aussi, du coup. On sait que parmi vos soutiens, il y a du religieux, il y a un peu de tout. Comment vous faites avec tout ce mélange-là? Est-ce que c'est pas un cocktail Molotov? Est-ce que c'est péjoratif? Moi, je ne juge pas. Alors, moi, c'est à vous que je pose la question. Il faut faire la différence entre les religieux et les islamistes. J'aurais pu dire il y a des banquiers parmi vos soutiens. Est-ce que ça pose un problème? Dites-moi des noms si vous avez des sources. Non, c'était un exemple. Ce que je veux dire, quand je vous dis qu'il y a des religieux parmi vos soutiens. Mais quand vous dites religieux, le Mali est à 90% musulman. Non, mais moi, dites-moi juste si ça vous pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. On est dans un pays où il y a 90% qui sont musulmans. Je suis musulman. Ibeka est musulman. Alors dites-moi la différence entre un religieux et un islamiste et je vous dirai pourquoi on est ensemble dans ces cas-là. Vous savez que moi, mes réponses n'ont aucune importance. Je ne suis pas candidat, je ne le serai pas. C'est vous qui êtes le candidat. Donc c'est à vous de répondre aux questions. Moi, je ne répondrai pas à vos questions. Moi, ça ne nous dérange pas. Parce que c'est des Maliens. Et moi, je ne vois pas où est le problème. Où est le problème? Est-ce que ces gens-là ont mis des bombes quelque part? Nous savons que, bon, il y a des islamistes, mais attention, il faut faire attention entre islamistes et musulmans. On ne peut pas mettre dans le même panier, monsieur. Est-ce que l'appel à voter de l'un des responsables du MNLA vous gêne? Oh, mais ça, c'est de la propagande. Nous, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Est-ce que ça vous gêne? Ben, écoutez, moi, je ne sais pas. Le MNLA, il y a des gens qui sont dans le MNLA, souvent, qui sont aussi, qui portent pas d'armes, hein, qui veulent la réconciliation. Ce sont nos frères. Je parlais du responsable, je ne retiens pas son nom, qui a appelé à voter Ibeka. Est-ce que cet appel à voter Ibeka vous gêne? Ça, c'est de sa responsabilité, monsieur. Est-ce que ça vous gêne? Mais pourquoi ça nous gênerait? Donc ça ne vous gêne pas? Mais non, mais écoutez, nous on est là, Ibeka dans son programme a demandé il veut réconcilier tous les frères, à condition que le Mali sera indivisible. Justement. On va parler maintenant des rapports avec votre adversaire du jour, donc Soumaïla Cissé. Le week-end dernier, la campagne a franchi le point du non-retour, si j'ose dire, parce qu'il y a eu des propos de caniveau. Oui. Ibeka était sur Africable et Soumaïla Cissé était sur la radio Diakafor. Donc j'ai suivi les deux. Les propos ont été un peu durs. Est-ce que, si votre camp gagne, vous pensez pouvoir faire la réconciliation avec le camp de Soumaïla Cissé pour gérer les affaires? Mais bien sûr. Ibeka, c'est un homme de. Et quand vous regardez quand vous regardez autour d'Ibeka, vous savez que c'est. Il a pris ce que je dirais. Il incarne ce que j'appellerais la démocratie participative. Parce qu'il a essayé de réunir autour de lui tous les clubs de soutien. C'est pas seulement que Ibeka et. Le choix d'Ibeka s'est imposé. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont dit « Oui, mais nous, on n'est pas du parti. Mais on veut le candidat, parce que c'est l'homme de la situation. » Moi qui vous parle, je ne suis pas dans un parti. Mais pourtant, il m'a nommé... Je suis son porte-parole. Alors, dites-moi, quand vous regardez la coordination en France, la coordination Ibeka en France, le président de la coordination, il est associatif. Sidiman, c'est une association qui va jusqu'à Yélimani, de Yélimani jusqu'au Togo, en passant par le Gabon. Et tous presque les immigrés, il y a 80% d'immigrés qui sont dans cette association-là. Alors, dites-moi maintenant, si ça répond à votre question. Ce sont les Maliens qui jugent, moi je n'ai pas d'avis. Voilà. J'ai pas d'avis. Les élections vont avoir lieu. Est-ce que vous avez fait le plein de vos voix ou vous pensez qu'il y aura des voix supplémentaires pour vous porter au second tour? Mais c'est à vous de juger maintenant. Nous, on a fait 39, à peu près 40. Deux fois plus que notre adversaire.
Et puis tous les ralliements, même mathématiquement, quand on essaie de rajouter, on a à peu près plus de 50. Mais comme c'est pas... Enfin, On verra. on verra. Nous, on marche beaucoup à base de réseaux sociaux, donc sur Internet. Et donc, les internautes m'ont demandé de vous poser une question. Si ça marche pour vous et que le dimanche, vous êtes élu président de la République du Mali, est-ce que vous allez dénoncer l'acte constitutif du franc CFA? Je m'explique. Pour garantir le franc CFA, le Mali et les 13 autres pays qui forment l'UEMOA laissent 60% des recettes de leur exportation en France. Ce montant est logé au Trésor français pour garantir le franc CFA. La jeunesse aujourd'hui estime que c'est une arnaque. Est-ce que vous allez dénoncer ce franc CFA et changer les choses par rapport à cette vision? Écoutez, c'est pas pour esquiver la question. Nous, on attend le résultat et après, on en réparera. Pour le moment, tout ce qui nous intéresse, c'est de redresser le pays. Parce que le pays a perdu son honneur, sa grandeur. Et Ibeka est l'homme qui va donner la fierté aux Maliens. Tout ce qui nous intéresse, c'est ça. Après, le reste viendra. Baba va vous poser 2 ou 3 questions et Oui. on va clore. Donc ma question, que répondez-vous aux gens qui disent on ne peut pas faire du neuf avec du vieux? Et est-ce que pour vous, Ibeka est comptable de la situation actuelle du Mali, de la crise? Non, je ne laisserai personne dire ça. Ibeka, depuis 10 ans, il n'a aucune fonction dans le gouvernement. Même s'il a peut-être... mais comme vous savez, ATT a créé son truc dans le consensus. Et justement, la chute d'ATT, c'est aussi la défaite du consensus dont il a fait son modèle de gestion du pouvoir. Et justement, Yves Beka va faire changer les choses. Il a parlé de tolérance zéro. C'est-à-dire, il va lutter contre la corruption, contre le népotisme, contre le clientélisme. Il y a une culture d'impunité au Mali. Il va instaurer la culture de la sanction. Et vous savez aussi qu'au Mali, la jeunesse fait partie, donc à plus de 50% de la population. Oui. Et ils sont assez désespérés. Mm. Donc parfois la seule issue, c'est de prendre les bateaux et d'aller en Europe. Quel est l'espoir? Qu'est-ce qui pourra faire changer la donne? Qu'est-ce que Ibeka quel est le message d'espoir qu'il peut y avoir pour ces Mais personnes? quand vous voyez il veut créer 200 000 emplois, il l'a dit, en 5 ans, avec 250 milliards. Moi, je vous dirais que Ibeka, ce problème, il va le résoudre. Quand vous regardez même autour d'Ibeka, son directeur de cabinet, il n'a pas 40 ans, il a 36 ans. Il a pris des jeunes autour de lui, des franco-maliens, des jeunes. Vous allez voir, la plupart des gens qui sont autour de lui sont très jeunes. Et le problème de la jeunesse le touche énormément. Pourquoi il est l'homme de la situation? Parce qu'il a l'expérience, le leadership, pour redresser le pays. Le pays a besoin de ça pour le moment. Voilà, si ça répond à votre question. Et là, vous allez arriver au pouvoir. Vous ne savez pas comment est la situation de la caisse, je veux dire de l'économie malienne. Si vous trouvez une caisse vide, entre guillemets, est-ce que ça va remettre en cause les 250 milliards, les 200 000 emplois? Je ne pense pas. Mais les emplois, il faut les créer. Il faut les créer, justement. Et c'est les ressources humaines qui créent les emplois. Tout simplement. Moi, je ne pense pas que, qu'il va retrouver les caisses vides. Non, je ne pense pas. Il a déjà 3 milliards qui va peut-être, quand il sera président, il va gérer les 3 milliards, les promesses qui ont été données par l'Union européenne. C'est déjà pas mal.
Je me permets de rebondir. Vous savez très bien que ce sont que des promesses et jamais des promesses ont été tenues à hauteur de la promesse. Vous ne pouvez pas faire votre plan sur les 3 milliards de promesses. Non, j'ai pas dit ça. J'ai répondu à une question. À une question. Parce qu'il m'a dit, si IBK vient et qu'il trouve que les caisses sont vides, alors j'ai répondu à ça. Ça peut être un plan B. Mais ce n'est pas du tout dans son programme. C'est personnel ce que je viens de dire. Très bien. Pour clôturer, une bonne question. Quel est le coût de la campagne de IBK jusqu'à aujourd'hui? Ah ça, je ne peux pas je ne sais pas, honnêtement. Et qui c'est qui finance? Mais les militants. Il y a combien de militants? Mais il y a beaucoup de militants. Combien? Mais disons, il y a beaucoup de militants. Oui, mais il faut... Mais vous avez vu le nombre de gens qui ont voté pour lui? Non, mais... C'est pas que les... Heureusement qu'il n'y a pas que les militants qui votent pour vous, sinon vous n'en serez pas là. Mais on a besoin de savoir à peu près il y a combien de militants. Je vais vous dire une chose. Et il y avait un problème de... Il y a eu des clubs, quand je suis parti à Bamako, il y a eu des clubs de soutien qui se sont formés dans mon propre quartier. À peu près, il y a eu 5 clubs. C'était prévu seulement 2 Sotrama minibus pour transporter les gens pour aller au stade du 26 mars. Mais alors là, moi j'ai mis ma main dans ma poche. J'ai appelé des amis. On était 5. Tous les 5, on a mis 30 000 pour louer 5 voitures. Alors, il y a beaucoup de gens qui font comme ça, qui travaillent comme ça. IBK n'a pas les milliards. Donc on ne sait pas en fait il y a le nombre de militants du RPM. Non, mais parce que IBK maintenant, c'est pas. Il y a des clubs de soutien qui ne sont pas du tout du RPM. Non, mais moi je parle des militants, ceux qui ont pris la carte du parti, donc qui cotisent. Écoutez, moi je ne suis pas du RPM. Moi je suis le porte-parole du candidat. Donc je parle au nom du candidat. Je ne suis pas dans le parti. Il a beaucoup. IBK est maintenant l'homme du peuple. C'est-à-dire, il incarne la démocratie participative. C'est-à-dire, tous les gens qui sont autour de lui, c'est des ressources, c'est des gens qui sont venus, c'est des gens de la société civile, c'est des universitaires, c'est des chômeurs, mais qui ne sont même pas dans les partis, qui n'ont jamais pris de carte, mais qui sont venus justement parce que la situation actuelle du Mali impose IBK, c'est-à-dire c'est l'homme de la situation, en quelque sorte. Très bien. Rebelle Pacifique, donc c'est notre média. Vous dit merci d'avoir accepté cette interview. Donc Baba Dem m'a accompagné pour poser les questions. Je sais que vous avez été très patient. Vous m'avez attendu plus d'1 heure de temps et ça c'est important pour nous. À défaut d'arriver à l'heure, s'il y a des gens pour attendre ceux qui sont en retard. Il faut dire merci. Donc, Monsieur Oumar Keïta, porte-parole d'Ibrahim Boubacar Keïta, candidat en France, candidat à la présidentielle malienne. Rebelle Pacifique vous dit merci et on dit merci également à tous ceux qui nous suivent sur le web média. Merci beaucoup. Je vous en prie.